La pauvre mère célibataire a perdu son emploi pour avoir aidé une fillette dans la rue, sans imaginer que c'était la fille du PDG de l'entreprise. La lumière crue des néons baignait le hall d'entrée de l'immeuble comme un rappel brutal que la journée de travail touchait enfin à sa fin. Claire Dubois, les épaules voûtées par la fatigue, éteignit son ordinateur avant de ramasser son sac à main, élimé, posé à côté de sa chaise. Réceptionniste depuis bientôt 3 ans dans une imposante société parisienne de télécommunications, elle terminait ce soir-là un autre de ces innombrables quarts de travail où chaque minute semblait plus longue que la précédente. Elle jeta un dernier regard à l'horloge murale. Il était presque 7 heures du soir. Luna, sa fille de 6 ans, l'attendait déjà à la maison avec la voisine qui la gardait temporairement. Claire sentait le poids des heures s'accumuler sur sa nuque et son dos. Mais ce n'était rien comparé à la pression invisible, constante, d'un patron toujours à l'affût du moindre retard ou manquement. Depuis plusieurs semaines, la tension montait. Les transports parisiens devenaient de plus en plus imprévisibles et Claire arrivait souvent à son poste, à peine quelques minutes avant l'ouverture des portes. Ce qui, dans un autre contexte, aurait été toléré, était chez eux considéré comme un faux pas grave. Son supérieur, M. Letellier, n'avait jamais caché son mépris pour ce qu'il appelait les excuses de mère célibataire. Claire, bien qu'habituée à faire face aux jugements silencieux et aux remarques sournoises, sentait que la corde se tendait dangereusement. Elle vivait dans un petit appartement du 11e arrondissement, loin des grandes avenues, et chaque jour était une course contre la montre pour déposer Luna à l'école, prendre 2 métros bondés et arriver à temps à son poste. Ce soir-là, le trajet de retour lui parut encore plus long. Les lumières grises du métro défilaient sur son visage, accentuant les cernes sous ses yeux. À côté d'elle, un homme lisait un journal dont les gros titres parlaient de profits records dans les entreprises technologiques françaises. Claire détourna les yeux. Son compte bancaire, lui, affichait un solde qui peinait à dépasser les 2 chiffres. Elle comptait les jours avant le prochain loyer, avant la prochaine facture d'électricité, avant que l'école de Luna n'exige à nouveau les frais de cantine impayés. Une fois chez elle, elle poussa la porte avec lenteur, accueillie par un « maman s'est enjoué ». Luna lui sauta dans les bras avec cette insouciance qui brise toutes les douleurs. Claire sourit, sincèrement, pour la première fois de la journée. Dans les yeux de sa fille, elle voyait un monde qui valait encore la peine de se battre. Après avoir remercié la voisine et réchauffé un peu de soupe de la veille, Claire s'installa à table avec Luna. Elle écouta son récit de la journée, les aventures imaginaires de la récréation, les dessins coloriés dans le cahier, les rires d'enfants. Et puis, après le bain et une courte histoire, Claire l'embrassa sur le front, éteignit la lumière et s'assit dans le salon. Son téléphone vibra. Un message de son patron sec et sans détour. « Demain, ponctualité exigée. Aucun retard ne sera toléré. » Elle soupira, ferma les yeux, se permit un instant de silence. Demain serait un nouveau combat. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que ce lendemain allait bouleverser sa vie. Le matin s'annonçait gris et froid, typique d'un automne parisien où le vent semblait vouloir rappeler aux passants que l'hiver approchait à grands pas. Claire s'était levée tôt, bien avant que le réveil ne sonne, l'inquiétude la tenant éveillée depuis l'aube. Elle avait préparé le petit déjeuner de Luna dans un silence tendu, les gestes mécaniques, les pensées tournées vers cette journée cruciale. Elle savait que le moindre retard pourrait signer la fin définitive de son emploi, et dans son esprit bourdonnait la voix de M. Letellier, dure, cassante, intransigeante. Elle avait promis à elle-même et à sa fille que rien ne viendrait interférer ce matin-là. Elle serait à l'heure, quoi qu'il en coûte. Après avoir déposé Luna à l'école, elle s'élança vers la bouche de métro la plus proche, les pas rapides, la main serrant nerveusement le sac en bandoulière. Mais à peine avait-elle traversé le premier carrefour qu'un détail la fit s'arrêter net. Là, sur le trottoir humide, devant une petite boulangerie de quartier encore fermée, se tenait une fillette seule. Elle semblait avoir environ 5 ou 6 ans, les cheveux blonds en bataille, des larmes silencieuses roulant sur ses joues rouges. Claire la fixa un instant, figée entre 2 instincts. Son regard balaya la rue à la recherche d'un adulte, d'un parent, de quelqu'un. Rien. Les passants, pressés, passèrent devant l'enfant comme si elle n'existait pas. Personne ne s'arrêtait. Personne ne semblait la voir. Un pincement au cœur traversa Claire. Elle consulta l'heure. Il lui restait à peine une vingtaine de minutes pour rejoindre son poste, et la ligne de métro qu'elle devait prendre était réputée pour ses retards imprévisibles. Si elle s'arrêtait maintenant,
Elle savait pertinemment qu'elle risquait non seulement d'arriver en retard, mais aussi de franchir le seuil d'une sanction irréversible. Pourtant, quelque chose dans le regard de la fillette, cette détresse muette, cette panique à peine contenue, la força à faire demi-tour. Elle s'agenouilla doucement, prenant garde à ne pas effrayer davantage l'enfant. La petite recula d'un pas, les yeux écarquillés, mais ne dit rien. Claire, d'une voix douce, se présenta. « Bonjour, je m'appelle Claire, tu es perdue. Où est ta maman ?» Aucune réponse, seulement un léger tremblement et un regard fuyant. Claire tenta de ne pas montrer son anxiété. Elle regarda autour d'elle, espérant apercevoir une silhouette reconnaissable, une nounou affolée, un parent courant, mais toujours rien. Les minutes s'égrenaient et avec elles, l'espoir de sauver sa place. Elle proposa à la petite de s'asseoir sur un banc proche et lui tendit un petit paquet de mouchoirs. L'enfant accepta sans un mot. Après quelques minutes d'un silence pesant, elle murmura « Je m'appelle Camille. »« Enchantée, Camille. Tu sais où tu habites ?» La réponse fut un hochement de tête timide. Claire sortit son téléphone, pensant appeler la police, mais hésita. Peut-être un commerce voisin avait remarqué quelque chose. Elle guida la fillette vers un agent de sécurité situé devant un immeuble administratif à une centaine de mètres. Là, elle expliqua la situation rapidement pendant que Camille, blottie contre sa jambe, refusait toujours de parler davantage. Le garde professionnel prit les choses en main et commença à contacter les autorités compétentes. Claire s'assura que la petite soit entre de bonnes mains avant de consulter de nouveau son téléphone. Il était déjà 8h43. Son poste exigeait sa présence à 8h tapantes. Elle était en retard de plus de 40 minutes. Le sang quitta son visage. Elle remercia le garde et partit en courant, chaque pas résonnant comme une cloche d'alarme dans sa tête. Dans le métro bondé, elle peinait à calmer son souffle. Les annonces résonnaient sans fin, les stations défilaient trop lentement. Elle évita son reflet dans les vitres du wagon, refusant de voir le visage d'une femme au bord de la panique. Elle pensait à Luna, à son avenir, à ces derniers mois de sacrifice qui risquaient d'être réduits à néant à cause d'un acte de compassion. Une lutte intérieure l'assaillait, entre la honte d'avoir potentiellement tout perdu et la certitude d'avoir fait ce qui était juste. Lorsqu'elle atteignit enfin les portes vitrées de l'entreprise, le silence oppressant du hall d'entrée la frappa comme une gifle. Elle passa son badge, mais l'écran refusa l'accès. Elle réessaya. Même résultat. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle se dirigea vers la réception, où une collègue lui jeta un regard fuyant avant de murmurer qu'on l'attendait en salle de direction. Claire, le cœur battant, s'y rendit sans dire un mot, ses pas résonnant dans le couloir comme une procession funèbre. À son arrivée, Monsieur Letellier l'attendait déjà, les bras croisés, le visage fermé. Il ne lui laissa même pas le temps d'ouvrir la bouche. « Vous êtes arrivée avec 43 minutes de retard, Madame Dubois. Ce n'est pas la première fois. Et cette fois-ci, c'est la dernière. » Claire tenta d'expliquer, de parler de l'enfant, de la situation, mais chaque mot semblait glisser sur lui comme de l'eau sur une vitre. Il ne l'écoutait pas. La décision était prise, irrévocable. Le ton était sec, administratif, dénué de toute humanité. Votre contrat est résilié à effet immédiat. Vous recevrez les documents nécessaires par courrier. Bonne journée. La porte se referma derrière elle avec une violence sourde. Claire resta un moment figée dans le couloir, incapable de bouger. Puis, lentement, elle retourna vers l'extérieur, le regard vide. Le ciel, désormais gris foncé, semblait peser de tout son poids sur ses épaules. Elle marcha sans but, incapable de ressentir autre chose qu'un profond vertige. Elle venait de perdre son emploi pour avoir aidé une enfant, une inconnue, une petite fille seule sur un trottoir. Elle se demanda un instant si cela en valait la peine. Puis, en fermant les yeux, elle revit le visage de Camille, son silence, ses larmes, sa main serrée dans la sienne. Et malgré la douleur, malgré la peur, malgré l'injustice brûlante, une partie d'elle refusa de regretter ce choix. Elle n'avait pas encore idée que cet acte, aujourd'hui source de sa chute, serait aussi la graine d'un avenir qu'elle n'aurait jamais osé rêver. Le ciel parisien, lourd de nuages menaçants, semblait refléter exactement l'état d'esprit de Claire ce matin-là. Elle n'avait dormi que quelques heures, tourmentée par des pensées qui s'enchaînaient sans fin. La scène avec Camille, le regard froid et tranchant de Monsieur Letellier, les mots définitifs prononcés sans hésitation, tout cela s'était imprimé en elle comme une blessure fraîche qui refusait de cicatriser. L'événement de la veille
s'était déroulé avec une rapidité foudroyante. Mais les conséquences étaient réelles, brutales et inévitables. Elle n'avait plus d'emploi. Ce matin, il n'y avait ni uniforme à enfiler, ni transports à attraper au pas de course, ni café bu à la hâte en consultant l'horloge. Mais cette soudaine liberté n'avait rien de libérateur. Elle flottait dans l'appartement silencieux comme une étrangère dans sa propre vie. Luna avait remarqué l'absence de routine. Et même si Claire avait tenté de sourire, de prétendre qu'elle avait simplement un jour de repos, elle sentait déjà le poids du mensonge naissant. La petite avait insisté pour rester collée à sa mère plus longtemps, comme si elle sentait que quelque chose clochait. Claire s'était assise sur le vieux canapé, un thé tiède entre les mains, les yeux fixés sur le vide. Son esprit calculait déjà le peu d'argent qui restait, les prochaines échéances à venir, les dépenses fixes, les frais d'école de Luna, l'abonnement de transport, l'électricité, les courses. Le peu qu'elle avait de côté, accumulé laborieusement au fil des mois, suffirait à peine pour tenir un mois complet. Et encore, en rognant sur tout, elle aurait pu s'effondrer. Elle aurait pu pleurer, crier, céder à l'amertume. Mais elle savait que le luxe de l'abattement ne lui était pas permis. Elle n'avait pas de filet de sécurité, pas de famille proche sur qui s'appuyer, pas d'allocation supplémentaire à espérer. La seule chose qu'elle possédait, c'était sa détermination. Une force invisible, née de l'amour pour sa fille et du refus catégorique de tomber plus bas. Après avoir déposé Luna à l'école, Claire se rendit dans un cybercafé du quartier. Elle y passa près de 3 heures à retoucher son CV, à rédiger des lettres de motivation personnalisées, à envoyer des candidatures à tout ce qui correspondait, de près ou de loin, à son expérience. Boulangerie, pharmacie, accueil en clinique, vente en boutique, assistance administrative. Elle ne refusait aucune piste. Ce n'était pas le moment de faire la difficile. Il fallait travailler, et vite. De retour chez elle, elle ouvrit l'armoire du couloir où s'entassaient des documents administratifs, cherchant d'anciennes lettres de recommandation, des bulletins de salaire, tout ce qui pourrait soutenir sa prochaine recherche d'emploi. En triant les papiers, elle tomba sur un dessin fait par Luna, oublié entre 2 enveloppes. Un soleil mal dessiné, 2 personnages se tenant la main, et en dessous, une légende maladroitement écrite « Moi et maman, toujours ensemble ». Le cœur de Claire se serra, non pas de tristesse, mais d'un amour féroce, intransigeant. Elle se promit de ne pas baisser les bras, jamais. Les jours suivants, elle parcourut les rues du quartier avec un dossier sous le bras. Elle entra dans des cafés, des petits commerces, des hôtels, des salons de coiffure. Partout, elle se présentait avec politesse, le sourire aux lèvres, cachant derrière ses yeux fatigués l'urgence de sa situation. Quelques personnes furent aimables, prirent son CV. D'autres se contentèrent d'un hochement de tête, déjà distraite par autre chose. L'une d'elles, une responsable de boutique de prêt-à-porter, lui dit sans ménagement qu'elle n'avait pas le profil clientèle. Claire encaissa, silencieuse. Le soir, elle rentrait chez elle éreintée, le dos endolori, mais refusant de céder au découragement. Elle préparait le dîner avec les moyens du bord, racontait à Luna des histoires amusantes pour la faire rire, feignait l'insouciance. Pourtant, chaque nuit, quand la lumière s'éteignait dans la chambre de la petite, Claire restait éveillée à faire des comptes mentaux, à chercher des solutions, à envisager des plans B, C, D, n'importe quoi qui lui permettrait de tenir. Au bout d'une semaine, le téléphone restait silencieux. Pas un seul appel pour un entretien. Elle retourna à l'agence de Pôle emploi où on lui proposa un atelier de rédaction de CV et quelques offres génériques déjà expirées. Elle en ressortit plus frustrée qu'aidée. Sur le chemin du retour, elle passa devant l'immeuble de son ancien travail. Par réflexe, elle leva les yeux vers les étages supérieurs. Une douleur sourde la traversa. Elle pensa à Camille, cette petite fille qu'elle n'avait pas revue depuis, à l'homme qu'elle n'avait jamais croisé, le père invisible dont elle ignorait jusqu'au nom. Elle ne regrettait pas son choix, mais elle en payait désormais le prix fort. Un matin, alors qu'elle sortait chercher du pain, elle croisa une mère connue de l'école de Luna. Elles échangèrent quelques banalités, puis, d'un ton léger, la femme demanda « Tu ne travailles plus dans ton entreprise ? Je croyais que tu faisais des horaires du matin ?» Claire hésita un instant, puis répondit simplement qu'elle était en transition professionnelle. Elle n'avait pas la force d'expliquer. Elle ne voulait ni pitié ni commérage.
À Paris, les réputations se faisaient et se défaisaient aussi vite qu'un claquement de talons sur le pavé. Ce soir-là, en rentrant, elle découvrit une lettre glissée dans sa boîte aux lettres. L'enveloppe était de qualité supérieure, un papier crème épais fermé par un sceau doré. Elle fronça les sourcils. Aucune publicité n'avait jamais eu un tel raffinement. Elle observa le dos. Aucun expéditeur visible, mais l'inscription était soigneusement calligraphiée à son nom complet. Intriguée, elle ouvrit l'enveloppe avec précaution et déplia la feuille. Ses yeux parcoururent rapidement les premières lignes, puis s'immobilisèrent sur un nom qu'elle ne connaissait pas encore, mais qu'elle n'oublierait plus jamais, Alain Marchand. Ce nom, ce simple nom, allait bientôt redessiner le contour de sa vie entière. Lorsque Claire referma la lettre signée Alain Marchand, une multitude d'émotions l'envahit. Curiosité, incrédulité, espoir prudent. Mais elle ne pouvait pas encore imaginer à quel point ce courrier allait venir bouleverser ses certitudes et briser l'armure discrète qu'elle portait depuis trop longtemps. Dans le silence de son appartement, elle sentit son cœur battre plus fort, comme si chaque pulsation faisait renaître une lueur dormant au plus profond d'elle. Cependant, avant que cette possible lueur ne puisse éclairer un chemin nouveau, la réalité dut d'abord la confronter de plein fouet. Le temps pressait, les factures continuèrent d'arriver. Les créanciers appelaient, les rendez-vous officiels s'enchaînaient sans que jamais aucun contrat ne se présente en retour. Le quotidien tendu reprit le dessus. L'ombre de la défaite rôdait toujours très près. Dès le lendemain matin, elle se leva avec la même résolution épuisée et la ténacité du désespoir tranquille. Elle avait remis cette lettre dans le tiroir, sans lire plus. Le sentiment qu'elle devait rester concentrée sur les candidatures en cours dominait tout. Mais au fond de son esprit, une graine d'attente commençait à germer. Sa dignité ne lui permettait pas de supplier un poste. Elle avait déjà fait trop de compromis. Et pourtant, l'idée qu'un appel prestigieux puisse changer quelque chose lui offrait un éclat de répit dans cette lutte quotidienne. Elle poursuivit sa quête aride d'un nouvel emploi. Elle marcha des kilomètres, poussa des portes, des boutiques de quartier, des agences immobilières, des hôtels, des centres de services administratifs, toujours avec un dossier à la main, toujours avec une expression calme et déterminée sur le visage, comme si chaque mot qu'elle prononçait se chargeait d'un sérieux discret. Mais invariablement, beaucoup de portes restaient closes. On lui disait qu'il y avait quelque chose d'autre de prévu. On vous rappelle. Votre profil est intéressant, mais ces mots destructeurs qui ne mènent nulle part. Dans les transports en commun, souvent debout, serrée contre le flux, elle sentait les regards glisser sur elle. Certains étaient indifférents, d'autres l'effleuraient de préjugés muets. Elle ne les voyait pas vraiment. Ses pensées étaient envahies par le poids de chaque refus, par les silhouettes vides de rôles non attribués. Parfois, elle comptait les visages, imaginait dans chaque bouche fermée un patron en train de l'écarter sans mot dire. À la maison, l'atmosphère devenait plus lourde, teintée d'inquiétude. Les réserves d'achat, les réductions de dépenses, les menus frugaux, tout s'adaptait au seul objectif de survivre jusqu'à ce qu'un poste puisse émerger. Luna, malgré son jeune âge, pressentait les efforts silencieux de sa mère. Elle déposait des dessins sur la table, demandait des câlins plus longs, posait des questions sur les factures, sur le travail, sur l'énergie qui semblait s'épuiser dans le regard de sa mère. Claire répondait du mieux qu'elle pouvait, avec des mots simples, rassurants, sans révéler l'ampleur de ses doutes intimes. Les nuits étaient les moments les plus difficiles. Lorsque la lumière était éteinte et que la ville s'endormait, Claire restait éveillée. Elle relisait encore la lettre de Marchand, tentait d'en comprendre chaque nuance, de deviner les motivations derrière les mots soigneusement choisis. Mais le sommeil se refusait souvent à venir, ses pensées tourbillonnant autour des chiffres impayés, des échéances futures, de l'avenir incertain. Elle se répétait silencieusement que l'amour pour sa fille était seul ce qui la maintenait debout. Au bout de quelques jours, alors qu'elle marchait dans une rue animée du 10e arrondissement pour déposer un CV dans une boutique de prêt-à-porter, elle sentit quelque chose d'inhabituel. Un homme en costume croisa son regard puis s'arrêta. Il l'appela doucement par son nom. « Madame Dubois ». Elle s'arrêta net, resserra son sac contre elle, puis reconnut cet homme dont le nom figura dans la lettre. Alain Marchand. Il était là devant elle, aussi surpris de la croiser que si le destin l'avait convie. Le monde alentour sembla se figer un moment. Le brouhaha des passants, les klaxons lointains, les néons des vitrines,
Tout s'était atténué à son regard. Il avança, la mine sérieuse, les traits marqués, et lui demanda si elle accepterait de venir le retrouver dans ses bureaux le lendemain matin pour discuter de certains détails mentionnés dans sa lettre. Elle balaya l'idée d'une rigueur calculée, sentit une peur sourde, mais aussi une lueur, cette petite flamme discrète qu'elle avait tenté de refouler. Elle acquiesça tout simplement. Le lendemain, à l'heure dite, elle pénétra dans l'immeuble imposant de la société Marchand. Le contraste entre le hall d'accueil monumental et sa tenue discrète fut brutal. Elle avança néanmoins, déterminée, le dos droit, les mains légèrement tremblantes, l'esprit tourmenté, mais résolu. Elle fut conduite jusqu'au dernier étage, là où les portes automatiques s'ouvraient sur des couloirs lisses, silencieux, austères. Enfin, on l'escorta jusqu'à un bureau spacieux vitré où elle aperçut une silhouette droite au fond de la pièce. L'homme qu'elle avait entrevu dans la rue la regardait déjà, debout, impeccablement vêtu, le visage fermé mais les yeux intrigués. Lorsqu'il s'adressa à elle, ses mots semblaient mesurer chaque syllabe. « Merci d'être venue, Madame Dubois. Avant toute chose, je souhaite vous présenter mes excuses pour les circonstances de votre licenciement. J'ai pris connaissance des détails de votre retard et je dois avouer qu'il y a eu une erreur d'appréciation. » Les paroles tombèrent dans l'air comme un avertissement silencieux. Le silence se fit. Claire le fixa, consciente que cet instant serait décisif. Alain Marchand continua. « Mais ce n'est pas tout. J'ai appris récemment que la fillette que vous avez secourue, nommée Camille, est ma fille. La petite a été, malheureusement, oubliée par la nounou alors que je devais la récupérer. Votre acte de courage et de franchise m'a été rapporté et je souhaite vous rencontrer en personne pour envisager une solution à cette situation. Souhaitez-vous que je vous présente une proposition ?» À ces mots, le monde sembla se reconstituer pour Claire, avec plus de clarté qu'elle n'en avait jamais eu. Ce qu'elle croyait être une lettre vague devint un pont entre deux existences jusqu'alors séparées. Elle sentit une hésitation, un vertige, puis un élan qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps. Elle accepta. Sans le savoir encore, elle venait de marcher sur le seuil d'un tournant majeur. Sa vie se préparait à se redessiner autour de nouvelles possibilités. Mais imaginait-elle alors jusqu'où les regards, les cœurs et les conflits internes allaient la pousser? Elle n'en avait aucune idée. Le dimanche s'était installé sans prévenir, enveloppant Paris d'un calme inhabituel. Les rues du quartier de Claire étaient presque désertes, les magasins fermés et les rares passants marchaient lentement, comme si le monde entier s'accordait une pause. C'était l'un de ces jours où tout semblait suspendu, un moment fragile entre la tension de la semaine écoulée et les angoisses de celle à venir. Claire, accroupie devant la boîte aux lettres de l'immeuble, s'attendait à ne trouver que des factures ou des publicités sans intérêt. Elle tournait machinalement la clé, préparée à trier rapidement le contenu avant de monter. Pourtant, dès qu'elle ouvrit la petite porte métallique, son regard fut attiré par une enveloppe inhabituelle. Elle était de format légèrement plus grand que la moyenne, faite d'un papier épais et crème, visiblement coûteux, et portait un sceau doré à la fermeture. Son nom y était écrit à la main, avec une calligraphie soignée, droite, presque solennelle. Claire fronça les sourcils. Ce genre de correspondance n'avait jamais trouvé sa place dans sa vie modeste. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, comme pour s'assurer que personne ne l'observait, puis prit l'enveloppe avec précaution, referma la boîte et remonta lentement jusqu'à son appartement, le cœur battant. Une fois à l'intérieur, elle déposa le courrier sur la table de la cuisine. Luna jouait dans sa chambre, ignorant tout de l'agitation soudaine de sa mère. Claire s'assit, prit une inspiration profonde et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille d'un blanc éclatant, pliée en deux, portait l'entête d'une grande entreprise. Marchand Group, l'un des plus puissants conglomérats technologiques d'Europe. Son cœur accéléra. Elle avait entendu ce nom à de nombreuses reprises pendant son ancien emploi, notamment dans les étages où l'on ne parlait qu'en réunion fermée. Elle commença à lire. Le ton de la lettre était formel, mais personnel. Son destinataire était Alain Marchand lui-même, président-directeur général du groupe, un homme réputé pour sa rigueur, mais dont peu de gens connaissaient le visage en dehors des cercles d'affaires. La lettre commençait par une reconnaissance claire de son nom, de son action, et plus encore, de l'incident précis qui avait conduit à sa perte d'emploi. Les mots choisis ne laissaient aucun doute. Il savait. Il savait qu'elle avait aidé une enfant, que cet enfant s'appelait Camille,
qu'elle s'était trouvée seule ce matin-là et que Claire avait choisi de lui porter secours. Il précisait que, grâce à un signalement fait par le service de sécurité locale, recoupé avec les descriptions données par sa fille et les images de vidéosurveillance, il avait pu identifier la femme qui avait ramené Camille en sécurité. Cette femme, c'était Claire. Il exprimait une forme d'étonnement face à ce geste, à cette décision courageuse prise sans attendre de reconnaissance, sans chercher à se justifier. Il soulignait qu'il n'avait eu connaissance de cette histoire que récemment, car la gouvernante de sa fille avait, dans un premier temps, dissimulé l'incident par crainte de représailles. C'était uniquement lorsque Camille avait décrit la dame gentille dans la rue que les questions avaient commencé à émerger. La lettre se concluait par une invitation. Claire était conviée à un entretien privé au siège de Marchand Group pour une conversation sérieuse concernant l'avenir. Aucune mention de poste ou d'offre concrète, aucun mot sur une éventuelle réintégration ou compensation. Juste une convocation, à une date très proche, avec un lieu et une heure précisés, et la signature manuscrite d'Alain Marchand. Claire relut la lettre 3 fois. Son esprit tentait de suivre plusieurs pistes à la fois. Était-ce une véritable opportunité ou un simple remerciement? Une façon détournée de réparer une erreur sans en assumer publiquement la responsabilité? Ou bien quelque chose de plus? Quelque chose qu'elle ne pouvait encore mesurer. Malgré toutes ces incertitudes, une certitude se frayait un chemin en elle. Elle devait y aller. Les jours suivants, l'attente fut insupportable. Elle tentait de ne rien laisser transparaître à Luna, de conserver une routine normale. Mais à l'intérieur, elle était assaillie de doutes. Elle n'avait rien à perdre, mais l'enjeu émotionnel était énorme. Cette lettre, aussi polie et professionnelle soit-elle, ravivait en elle l'idée qu'un événement anodin, comme un acte d'humanité dans la rue, pouvait réellement changer le cours d'une existence. Elle luttait contre cette pensée, refusant de céder à des espoirs prématurés. La veille du rendez-vous, elle prit le temps de choisir une tenue sobre mais propre, repassée avec soin. Elle relut son CV, même si elle n'avait pas été convoquée pour un poste spécifique. Elle lista mentalement ses expériences, ses forces, ses lacunes. Puis elle relut la lettre une dernière fois, comme pour y puiser du courage. Ce matin-là, elle se leva avant l'aube. Le trajet vers le siège de Marchand Group fut long et silencieux. Le métro la déposa devant l'un des immeubles les plus modernes de la capitale, une façade de verre immaculée, des gardes à l'entrée, des badges de sécurité. Elle donna son nom, fut immédiatement prise en charge et conduite à l'étage supérieur sans passer par les habituelles zones d'attente. Les couloirs étaient silencieux, luxueux mais sobres, baignés d'une lumière naturelle, filtrée par d'immenses baies vitrées. Un assistant en costume l'introduisit dans une salle d'attente spacieuse, puis lui annonça que M. Marchand allait la recevoir dans quelques minutes. Claire s'assit, le cœur battant à un rythme sourd, irrégulier. Elle pensait à Luna, à tous les instants de doute qui avaient précédé cette journée, aux refus, aux humiliations, à la fatigue. Et maintenant, elle se retrouvait là, dans l'antre d'un homme qui détenait les clés d'un monde auquel elle n'avait jamais appartenu. La porte s'ouvrit. Elle se leva. Un homme grand, cheveux poivre et sel, costume sobre, regard perçant, entra dans la pièce. Il avança vers elle avec assurance, puis lui tendit la main. Il n'y eut ni sourire exagéré, ni tape amicale, seulement un contact franc, respectueux. « Madame Dubois, je suis heureux que vous ayez accepté mon invitation. Merci d'être venue. » Claire hocha la tête, cherchant à cacher le trouble dans sa voix. « Merci à vous de m'avoir contacté. » Elle venait de franchir un seuil invisible, celui où les histoires ordinaires croisent les décisions extraordinaires. Ce qu'il allait lui dire dans les minutes suivantes, elle n'était pas encore prête à l'entendre. Mais elle savait, au fond d'elle-même, que plus rien ne serait comme avant. Claire fut conduite dans un vaste bureau où chaque détail semblait avoir été pensé pour inspirer silence, précision et autorité. La pièce, baignée par une lumière douce, filtrée par d'épais rideaux gris perle, dominait Paris à travers d'immenses baies vitrées. Aucun bruit extérieur ne semblait pouvoir troubler cet espace, comme si le monde au-delà du verre appartenait à une autre réalité. Elle n'avait jamais imaginé se retrouver ici, au sommet du bâtiment où elle n'était autrefois qu'une ombre parmi tant d'autres, invisible dans la hiérarchie, inaudible dans les décisions. Alain Marchand se tenait debout, le dos tourné vers elle, observant la ville d'un air pensif. Lorsqu'il se retourna, son regard croisa celui de Claire avec une intensité silencieuse.
L'homme était tel que les rumeurs le décrivaient, imposant sans être autoritaire, élégant sans ostentation, sûr de lui sans excès. Mais au-delà de l'apparence, ce fut sa voix, posée, calme, presque dépourvue d'émotion, qui fit résonner la première fissure dans les défenses de Claire. « Installez-vous, je vous en prie. » Elle obéit, les mains posées sur ses genoux, le regard ancré dans le sien, refusant de montrer la moindre faiblesse. Il s'assit à son tour, lissa les plis de sa veste, puis se lança sans détour. « Vous devez vous demander pourquoi je vous ai convoqué ici. Je vais aller droit au but, parce que je crois que vous méritez au moins cela. » Il marqua une pause, comme pour peser chaque mot. « Il y a un peu plus d'une semaine, ma fille Camille s'est retrouvée seule dans la rue, devant une boulangerie. Personne ne s'en est aperçu immédiatement. La nourrice était au téléphone à l'intérieur d'un magasin voisin. Elle n'a rien vu, rien entendu. C'est vous qui avez agi. Vous l'avez approchée, rassurée, mise en sécurité. Vous avez trouvé un agent de sécurité pour qu'elle soit prise en charge sans incident. Et puis vous êtes reparti, sans demander quoi que ce soit, sans laisser votre nom. » Claire se contenta d'un léger hochement de tête. Elle ne savait pas si elle devait répondre. Son instinct lui dictait de rester sobre, de ne rien revendiquer. Marchand poursuivit, son regard désormais plus personnel. « Pendant plusieurs jours, ma fille a répété qu'une dame gentille l'avait aidée. C'est en visionnant les caméras de sécurité du quartier et grâce au témoignage du vigile que j'ai compris. J'ai alors appris presque en même temps que vous aviez été licencié ce même jour, précisément à cause de votre retard ce matin-là. » Un retard que personne n'avait pris la peine d'interroger. Claire sentit une tension remonter en elle, mais elle garda le silence. Marchand se pencha légèrement vers elle, les doigts croisés devant lui sur le bureau. « Ce que je veux vous dire, c'est que nous avons échoué. Moi en tant que dirigeant, mon entreprise en tant que système. Votre départ s'est fait dans l'ombre d'un malentendu et personne n'a pris la peine de poser une seule question. J'en assume la pleine responsabilité. » Il y eut un silence. Un vrai. Pas un de ces silences gênés ou protocolaires, mais un de ceux où l'on mesure la portée de ce qui vient d'être dit. Claire, touchée par la reconnaissance inattendue, sentit malgré tout la prudence la retenir. Elle connaissait ce monde. Les mots pouvaient flatter, masquer, manipuler. Mais l'expression de Marchand ne trahissait aucune duplicité. « J'ai lu votre dossier. Vos anciens responsables reconnaissent votre professionnalisme. Vos absences ont toujours été justifiées, vos retards minimes, et jamais sans raison. Vous avez travaillé avec régularité, sans éclat mais avec constance. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer une chose différente. » Il fit glisser un dossier mince vers elle. « Il s'agit d'un poste dans notre département de responsabilité sociétale. Nous avons récemment réorganisé ce service, mais il manque quelque chose d'essentiel, une voix humaine. Quelqu'un qui comprend la réalité du terrain, pas seulement les chiffres ou les indicateurs. Quelqu'un qui sache ce que signifie prendre un bus en retard, jongler entre les horaires d'école et les entretiens d'embauche. Quelqu'un qui sache ce que c'est que de choisir entre payer une facture ou acheter des fournitures scolaires. » Claire ouvrit le dossier lentement. Il y avait une description de poste. Coordinatrice des initiatives sociales internes. Le titre ne lui disait pas grand-chose, mais en lisant plus bas, elle comprit. Il s'agissait de concevoir, proposer et mettre en œuvre des actions concrètes pour améliorer les conditions de vie des employés, en particulier ceux en situation précaire ou monoparentale. C'était un projet pilote encore au stade embryonnaire. Marchand reprit « Je ne vous propose pas une faveur, je vous propose une mission. Si vous l'acceptez, ce ne sera pas simple. Vous aurez à faire face à des résistances, à des regards sceptiques. Vous serez observé, jugé, contesté. Mais vous aurez aussi du pouvoir, celui de changer les choses. Et je suis convaincu que vous pouvez y parvenir. » Claire referma le dossier. Elle sentit une chaleur inconnue dans sa poitrine. Non pas de la reconnaissance, pas encore, mais une forme de validation. Une sensation d'être, enfin, perçue à sa juste mesure. Elle aurait pu pleurer, mais elle se retint. Elle se contenta de relever la tête et de répondre d'une voix calme mais ferme « Je n'ai jamais demandé à ce que quelqu'un me récompense pour avoir fait ce qui me semblait juste, mais je n'ai jamais eu non plus l'occasion de prouver ce que je pouvais apporter. Alors, si cette chance est réelle, si elle est sincère, j'accepte. » Marchand hocha la tête, comme s'il attendait cette réponse. Il ne sourit pas. Il ne se lança pas dans des congratulations superficielles. Il se contenta de conclure. « Alors nous allons commencer.
Vous recevrez les documents dans les prochains jours et vous aurez une semaine pour vous familiariser avec les dossiers en cours. Ensuite, ce sera à vous de proposer. » Claire se leva. Elle se sentait différente. Pas parce que quelqu'un venait de lui tendre la main, mais parce qu'elle avait tenu tête. Parce qu'elle avait regardé l'un des hommes les plus puissants du pays dans les yeux et qu'elle avait dit oui, non pas à une faveur, mais à une mission. Et pour la première fois depuis des semaines, elle franchit la porte d'un bureau non pas comme une victime d'un système, mais comme une femme prête à en redéfinir les règles. Le dossier était encore posé sur la table du petit salon de Claire, là où elle l'avait laissé en rentrant de l'entretien. Elle n'avait pas osé le ranger, comme si en le cachant, elle risquait de rompre l'équilibre fragile de ce moment inattendu. Chaque matin, depuis cette rencontre, elle passait devant lui, le regardait, le relisait parfois en silence. Il ne s'agissait pas simplement d'un contrat ou d'un emploi. Ce dossier représentait une porte qu'on n'avait jamais voulu ouvrir pour elle auparavant. Et pourtant, cette fois, c'était différent. Elle n'avait pas supplié, elle n'avait pas mendié. On était venu la chercher, et cela changeait tout. La semaine suivante fut intense. Claire reçut les documents officiels par coursier, accompagnés d'un agenda de travail préliminaire et d'un manuel d'orientation interne. Elle passait ses journées à lire, à prendre des notes, à chercher en ligne le sens de certains termes techniques. Elle découvrit le fonctionnement interne de la branche sociale de l'entreprise, ses partenaires, ses lacunes. Plus elle avançait dans sa lecture, plus elle prenait conscience de l'ampleur du défi qui l'attendait. Ce n'était pas un poste d'assistante ou de soutien administratif, c'était une responsabilité pleine, avec des comptes à rendre, des décisions à prendre et des équipes à fédérer. Le premier jour officiel dans ses nouvelles fonctions arriva plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Elle s'était levée avant l'aube, avait préparé Luna avec encore plus de soin que d'habitude, puis s'était rendue au siège de l'entreprise, non plus comme une employée de l'ombre, mais comme une membre du département stratégique. Elle avait reçu un badge spécial, un bureau dans une aile réservée à la coordination des projets transversaux et un ordinateur flambant neuf. Le contraste avec son ancien poste de réceptionniste était tel qu'elle avait eu un moment de vertige en entrant dans son nouvel espace de travail. À peine installée, elle fut conviée à une réunion avec les responsables du département, dont certains noms lui étaient familiers. Ce furent des retrouvailles étranges. Certains évitaient son regard, d'autres lui souriaient poliment, avec une réserve qu'elle connaissait trop bien, celle que l'on réserve à ceux qui n'ont pas fait le même chemin. La présentation fut rapide, professionnelle, parfois froide. Claire écouta, prit des notes, répondit quand on lui adressait la parole, mais elle ressentait dans l'air une tension invisible. Elle n'était pas attendue ici. Elle n'était pas issue des grandes écoles. Elle n'avait pas les codes, ni le langage, ni les références. Pourtant, elle était là, assise à cette table. Durant les premiers jours, cette impression ne fit que se renforcer. Dans les couloirs, les regards se tournaient vers elle, puis se détournaient trop vite. Les pauses déjeuner étaient silencieuses. Les conversations s'interrompaient à son passage. Certains collègues faisaient ouvertement des allusions à sa nomination. Elle doit avoir des appuis solides. C'est ça, les nouveaux visages de la diversité. Encore un coup de communication. Claire n'en montra rien. Elle accumulait ses remarques, les rangeait mentalement dans une case qu'elle connaissait bien, celle de l'injustice qu'on n'a pas le temps de combattre quand il faut d'abord survivre. Mais elle refusait de se laisser atteindre. Chaque soir, après avoir couché Luna, elle reprenait ses dossiers. Elle cherchait des exemples de programmes similaires dans d'autres entreprises. Elle analysait les erreurs passées du département. Elle se mit à concevoir ses propres idées, ses propres propositions. Elle n'en parlait à personne encore. Elle observait, évaluait, anticipait. Elle savait qu'elle n'aurait pas une seconde chance. Si elle échouait, ce serait la confirmation que sa présence à ce poste était une anomalie. Malgré tout, un sentiment nouveau commençait à émerger. Non pas de la fierté, pas encore, mais un sentiment d'utilité. Elle recevait des messages de certains salariés de base qui avaient appris par les rumeurs qu'elle venait d'en bas. Des agents de nettoyage, des employés de cantine, des assistantes de gestion. Ils lui parlaient de leurs horaires impossibles, de leurs enfants malades, de leurs trajets interminables. Elle les écoutait, et chaque message renforçait sa détermination. Un jour, elle croisa Camille dans l'ascenseur. La petite était accompagnée d'une femme plus jeune que la précédente nourrice, vraisemblablement une nouvelle recrue. Camille reconnut immédiatement Claire et courut vers elle,
l'enlaçant sans gêne. Claire, prise au dépourvu, lui rendit l'étreinte avec émotion. Alain Marchand, qui venait de sortir d'une salle de réunion, assista à la scène sans dire un mot. Leurs regards se croisèrent brièvement. Aucun mot ne fut échangé. Mais ce moment suspendu suffit à rappeler à Claire pourquoi elle était là. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle s'assit à la table de la cuisine et ouvrit un nouveau document. Elle intitula la page « Projet Horizon, inclusion et soutien des parents salariés ». Ce ne serait pas un rapport, ce serait un plan d'action. Elle y décrivit les réalités qu'elle connaissait, les horaires impossibles, les systèmes de garde inaccessibles, les pressions économiques, la fatigue mentale, mais elle n'y mit pas que des problèmes. Elle y proposa aussi des solutions concrètes. Horaires flexibles, soutien psychologique, bourses scolaires internes, partenariat avec des crèches, aide juridique pour les familles en difficulté. Elle écrivit tard dans la nuit, portée par une force qui ne venait pas du besoin de plaire, mais de la volonté de faire bouger les lignes. Le lendemain, elle demanda un rendez-vous à Alain Marchand. Elle ne voulait pas passer par les intermédiaires. Elle avait compris que ce projet ne verrait jamais le jour s'il était noyé dans les circuits classiques. Il accepta de la recevoir. Lorsqu'elle entra dans son bureau, elle posa le document sur la table et déclara « Je ne vous demande pas une faveur. Je vous demande une chance de prouver que les histoires comme la mienne ne sont pas des exceptions. Elles sont la réalité de beaucoup de vos employés. Ce projet, ce n'est pas une idée. C'est une nécessité. » Il ne répondit pas tout de suite. Il prit le document, le feuilleta rapidement, puis leva les yeux vers elle. « Si vous êtes prête à vous battre pour ça, alors je suis prêt à vous soutenir. » Claire ressortit de ce bureau avec, pour la première fois, un sentiment clair, net, indiscutable. Elle avait sa place. Pas comme symbole, pas comme exception, mais comme actrice du changement. Elle n'était plus la mère célibataire licenciée pour un retard. Elle devenait celle qui, à force de résilience, traçait un chemin nouveau dans un monde qui n'avait jamais été conçu pour des femmes comme elle. Le projet que Claire avait baptisé Horizon s'était propagé à l'intérieur de l'entreprise avec une rapidité surprenante. Dès les premiers jours suivant sa présentation, plusieurs membres du comité exécutif avaient manifesté un intérêt prudent, certains se contentant de mots polis, d'autres proposant des ajustements techniques. Mais malgré le soutien direct d'Alain Marchand, Claire comprit très vite que les murs les plus épais n'étaient pas faits de béton, mais de regards, de silence, de sourires crispés. Son initiative, pourtant nourrie de terrain, de vécu et d'intuition sociale, s'inscrivait dans un monde où les idées ne suffisaient pas. Il fallait aussi affronter la politique, les égos, les hiérarchies invisibles. Dès la première réunion d'équipe à laquelle elle participa en tant que porteuse du projet, Claire ressentit la tension. Les sièges se réorganisaient subtilement autour d'elle, comme pour l'isoler. Les voix se faisaient plus sèches lorsqu'on lui répondait. Une directrice des ressources humaines, au sourire aussi affûté que ses talons, la coupa sèchement dès qu'elle développa une idée. Peut-être que dans votre ancienne réalité, c'était comme ça, mais ici nous devons penser en termes de productivité et de résultats mesurables. Une autre fois, alors qu'elle proposait une rencontre avec des associations de soutien aux parents isolés, un cadre glissa à mi-voix, pensant qu'elle ne l'entendrait pas. « Elle croit qu'on est un centre social ou quoi ?» Claire encaissa sans broncher. Elle connaissait trop bien ce type de mépris. Il ne se disait jamais franchement. Il s'insinuait dans les inflexions de voix, dans les rires étouffés à la machine à café, dans les échanges de mails où elle était volontairement mise en copie seulement après la conversation principale. Mais au lieu de se laisser écraser, elle prit tout cela comme des signaux clairs. Si son projet dérangeait, c'est qu'il touchait un point sensible. Si sa présence irritait, c'est qu'elle brisait un ordre établi. Elle décida alors de faire ce qu'elle avait toujours su faire, travailler plus précisément, avec plus de rigueur que ceux qui l'entouraient. Elle se mit à étudier les comptes internes, à consulter les données des ressources humaines, sur l'absentéisme lié à la parentalité, les congés non pris, les burn-out déclarés. Elle fit le lien entre les statistiques froides et les histoires humaines qu'elle avait entendues dans les étages inférieurs de l'entreprise. Elle constitua des dossiers documentés, croisa les chiffres avec les témoignages, monta des argumentaires impossibles à contester sur le plan factuel. Mais cette efficacité ne fit qu'accroître la tension. Certains collègues commencèrent à l'accuser à demi-mot de vouloir briller, de chercher à se faire remarquer,
voire même d'utiliser l'appui du patron pour écraser les autres. Un jour, à la cafétéria, elle surprit une conversation entre deux cadres. « Tu crois qu'elle a vraiment eu ce poste à cause de son mérite? Moi, je dis qu'il y a autre chose. Tu ne trouves pas ça bizarre, cette soudaine promotion après avoir perdu son boulot ?» Claire, qui se trouvait à quelques mètres, n'intervint pas. Elle savait que toute réaction serait utilisée contre elle. Alors elle fit ce qu'elle savait faire depuis toujours. Elle garda la tête haute, se concentra sur son objectif et continua à avancer. Elle trouva malgré tout quelques alliés. Une chef de projet issue d'un parcours modeste lui proposa son aide. Un jeune analyste, passionné par les questions de justice sociale, se porta volontaire pour l'assister sur la compilation des données. Ensemble, ils commencèrent à formaliser Horizon, sous forme de programmes structurés, avec des phases pilotes, des critères d'évaluation, des projections budgétaires. Ils identifièrent 3 sites tests en banlieue où le programme pouvait être mis en place rapidement. Chaque document était méticuleusement rédigé, chaque plan soutenu par des données concrètes. Mais pour chaque victoire technique, une résistance supplémentaire surgissait. Des réunions étaient programmées sans qu'elle soit prévenue. Des décisions sur le budget étaient prises sans la consulter. Elle se battait sur 2 fronts. D'un côté, la construction d'un projet complexe et exigeant. De l'autre, la légitimation de sa propre place. Elle devait justifier sa présence en permanence, comme si chaque minute qu'elle passait à son bureau devait être prouvée, mesurée, vérifiée. Sa vie personnelle en souffrait. Luna la voyait moins. Les dîners devenaient silencieux, ponctués de mails urgents à répondre, de tableaux Excel à corriger. Mais Claire lui expliquait tout, avec des mots simples. Elle ne lui mentait pas. Elle lui disait que maman travaillait sur quelque chose d'important, quelque chose qui aiderait d'autres mamans aussi. Luna, du haut de ses 6 ans, hochait la tête avec sérieux, comme si elle comprenait. Parfois, elle dessinait Claire avec un micro et des gens qui l'écoutaient. D'autres fois, elle la dessinait comme une héroïne avec une cape entre 2 bâtiments. Claire gardait ses dessins dans un tiroir de son bureau. Ils étaient son rappel intime, sa source de force dans les moments où tout lui semblait trop lourd. Un matin, elle fut convoquée pour une réunion stratégique sur la politique sociale de l'entreprise. Ce genre de réunion ne l'incluait jamais auparavant. Elle sentit aussitôt que quelque chose changeait. Marchand était présent, les autres responsables aussi. Lorsqu'elle entra dans la salle, les regards se tournèrent envers elle. Aucun sourire, seulement l'évaluation froide de ceux qui ne l'attendaient pas ici. Mais elle s'assit, ouvrit son dossier et présenta. Elle déroula chaque point de son programme avec assurance. Elle montra les statistiques, les témoignages, les simulations de coûts. Elle répondit aux objections calmement, sans élever la voix, sans chercher à convaincre par la force, mais uniquement par la clarté de ses idées. À la fin, Marchand conclut simplement « Nous allons valider la phase pilote du programme Horizon. Madame Dubois en aura la direction. » Un murmure parcourut la salle. Certains baissèrent les yeux. D'autres quittèrent la pièce plus vite que prévu. Claire, elle, ne bougea pas. Elle ne remercia pas. Elle ne sourit pas non plus. Elle savait que ce n'était qu'un début, qu'il restait beaucoup à faire et que les regards méprisants continueraient encore un moment. Mais désormais, il ne pouvait plus l'ignorer. Elle avait planté son drapeau sur un territoire qu'on ne voulait pas lui accorder. Et elle comptait bien en faire une terre d'accueil pour tous ceux qu'on avait appris à tenir en dehors. Le programme Horizon avait désormais quitté la phase des dossiers théoriques pour entrer dans la réalité concrète des décisions et des actions. 3 sites pilotes avaient été désignés, situés en périphérie de Paris, là où les contrastes sociaux étaient les plus visibles. Les équipes locales furent informées, les partenaires sociaux mobilisés, et Claire, désormais en charge officielle du projet, passa ses journées entre réunions sur le terrain, présentations aux directions régionales et ateliers d'écoute avec les salariés. Son agenda ne connaissait aucun répit, mais pour la première fois, elle ressentait dans chaque minute une forme d'utilité profonde, immédiate. Elle n'était plus là pour exister, mais pour transformer. L'une des premières mesures concrètes du programme fut la mise en place de permanences internes destinées aux parents salariés en situation de vulnérabilité, familles monoparentales, travailleurs précaires, jeunes mères isolées, salariés en situation de garde partagée sans soutien familial. Les candidatures affluèrent rapidement, révélant une réalité longtemps ignorée. Des dizaines de personnes au sein même de l'entreprise vivaient dans des conditions d'extrême instabilité, invisibles sous les chiffres de la productivité.
Claire recevait leurs témoignages avec une attention presque sacrée. Elle prenait des notes, posait des questions précises, interrogeait leurs attentes, leurs besoins réels, souvent si éloignés des solutions préformatées proposées jusqu'ici. Au fil de ces échanges, une idée s'imposa peu à peu à elle. Le cœur du problème, ce n'était pas uniquement l'absence de ressources, mais l'absence de reconnaissance. Ces femmes, ces hommes, travaillaient dur, parfois plus que leurs collègues, tout en assumant seuls l'éducation d'enfants, la gestion d'un foyer, les urgences du quotidien. Ils n'étaient pas faibles, ils étaient épuisés. Et l'entreprise, jusqu'à présent, n'avait jamais créé un espace où leur expérience avait de la valeur. C'est à ce moment-là que Claire décida de revoir les fondations mêmes du projet Horizon. Elle proposa de créer un nouveau volet, un programme de mentorat interne baptisé Passerelle, dans lequel des parents salariés volontaires partageraient leur vécu, leur stratégie de résilience, leurs solutions concrètes à des situations complexes. L'objectif n'était pas seulement de recevoir de l'aide, mais aussi de donner. Redonner à chacun le pouvoir d'agir, et surtout, de se voir comme une ressource, pas comme une charge. Cette idée suscita d'abord des réactions mitigées. Certains cadres, toujours sceptiques, questionnèrent sa pertinence, sa rentabilité, sa valeur ajoutée mesurable. Mais Claire avait appris à parler leur langue. Elle présenta des études montrant que les programmes de mentorat augmentaient significativement la fidélisation des salariés, réduisaient l'absentéisme et amélioraient le climat interne. Elle appuya son propos avec des exemples de grandes entreprises étrangères ayant adopté des modèles similaires avec succès. Peu à peu, les résistances se fissurèrent. Un mois après son lancement, Passerelle comptait déjà 20 binômes formés, mêlant anciens et nouveaux salariés, agents de terrain et cadres administratifs. Les échanges prenèrent la forme de rendez-vous réguliers, encadrés par des chartes de confidentialité, mais construits librement par les participants. Claire assista à certaines de ces rencontres, toujours en retrait, mais attentive. Elle entendait les mots justes, les silences lourds de sens, les rires timides, les complicités nouvelles. Des liens se formaient. Une nouvelle culture s'installait. Ce programme, par son essence même, rapprochait Claire de ce qu'elle avait été. Chaque témoignage faisait écho à un chapitre de sa propre histoire. Elle se reconnaissait dans les trajets interminables pour aller chercher un enfant malade, dans les excuses qu'on invente pour justifier un retard dû à une grève de métro, dans les nuits passées à remplir des formulaires administratifs tout en apaisant des cauchemars. Et au lieu de refouler ses souvenirs, elle les accueillait. Elle en faisait une matière vivante, un pont entre ce qu'elle avait vécu et ce qu'elle construisait désormais. Lors d'une table ronde organisée en interne, où elle devait présenter les premiers résultats du programme Horizon, elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais osé auparavant. Elle parla d'elle. Sans pathos, sans effet de style. Elle raconta simplement ce matin-là, où elle avait vu une petite fille seule devant une boulangerie. Elle décrivit la tension, le choix, la peur, et enfin la décision. Puis elle évoqua les conséquences, le licenciement, l'humiliation, la chute, et enfin, la lettre. L'invitation, la seconde chance. La salle était silencieuse, les visages figés. Même ceux qui l'avaient regardée avec méfiance semblaient touchés, car elle ne cherchait pas à émouvoir. Elle cherchait à faire comprendre que chaque décision humaine, même la plus simple, pouvait générer des chaînes d'effets que personne ne pouvait anticiper, et qu'un système, pour être juste, devait être capable de reconnaître cela, de ne pas punir l'humanité, mais de l'encourager. Le lendemain, elle reçut un message de Camille, ou plutôt de sa gouvernante, qui disait que la petite avait parlé d'elle toute la soirée, qu'elle avait dit à son père qu'elle voulait travailler avec Claire quand elle serait grande. Claire lut le message plusieurs fois. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta de le relire, le sourire discret, les yeux brillants. Dans les semaines suivantes, le programme Horizon fut étendu à d'autres antennes du groupe. Une équipe fut constituée pour accompagner son déploiement. Claire continua de superviser les grandes lignes, mais délégua progressivement les opérations quotidiennes. Elle savait que pour que le projet vive vraiment, il devait s'émanciper d'elle. Ce n'était pas son projet. C'était celui de tous ceux qu'on n'avait jamais écoutés. Le passé, désormais, n'était plus une honte ni un fardeau. Il devenait une force, une carte qu'elle utilisait avec lucidité. Elle ne cherchait pas la reconnaissance. Elle cherchait à transmettre, à ouvrir des chemins,
à bâtir un environnement où les erreurs ne coûteraient pas systématiquement un emploi, où les maires seuls ne seraient pas vus comme des failles, mais comme des piliers. Et surtout, où une main tendue ne serait jamais punie, mais honorée. Ainsi, entre les chiffres et les visages, entre les documents et les histoires, entre les couloirs feutrés des étages supérieurs et les cris d'enfants dans les foyers modestes, Claire traçait un chemin que personne n'avait prévu pour elle, mais qu'elle avait décidé coûte que coûte d'emprunter. L'annonce avait circulé quelques jours auparavant dans les couloirs, avec un mélange d'excitation, d'incrédulité et de défiance implicite. Le groupe marchand allait organiser un grand gala interne, une soirée officielle présentée comme la célébration annuelle de l'engagement RSE et innovation. Le programme Horizon, dont Claire était désormais responsable, avait été invité à figurer comme l'un des projets phares de la soirée. Elle savait que cet événement serait beaucoup plus qu'une simple cérémonie. Ce serait un test de visibilité, d'audience, d'acceptation. Et pour certains de ses détracteurs, un piège où exposer faiblesse et critique. Dans les jours qui précédèrent l'événement, l'agitation monta de tous côtés. Invitations envoyées aux cadres supérieurs, aux médias spécialisés, aux partenaires institutionnels. Une scène fut dressée dans le grand hall, avec un écran immense, des éclairages soignés, un pupitre orné du logo de l'entreprise. Lorsque Claire entra dans ce hall dressé comme une scène de théâtre, elle sentit l'obscurité se dissiper dans les regards. Les employés, certains en costumes élégants, d'autres en tenues plus simples, circulaient, discutaient à voix basse. Elle fut saluée avec une certaine distance, des mains tendues, des sourires courtois. C'était la première fois qu'elle pénétrait cet univers de gala non comme une invitée, mais comme actrice centrale d'un discours. À l'heure programmée, les lumières se tamisèrent. Un animateur prononça un discours introductif, évoquant les valeurs d'innovation, de responsabilité, l'impact social, le rôle du groupe dans la société contemporaine. Vint ensuite le moment attendu, une vidéo projetée sur le grand écran, retraçant le parcours du projet Horizon, des témoignages d'utilisateurs internes aux partenaires externes. Parmi les intervenants, on vit des employés de terrain, ouvriers, assistants, agents de nettoyage, donner leur parole sur les difficultés vécues, les solutions apportées par le programme. On entendit des voix tremblantes, parfois intimidées, mais chargées de vérité. On vit des larmes, des regards fiers. La musique d'ambiance soutenait le tout, lente, grave, comme un appel à reconnaître ce que l'on ignorait. Puis ce fut au tour de Claire de monter sur scène. Le public se fit silencieux, attentif, certains visages figés, d'autres empreints d'émotion. Face au micro, elle ne prononça pas un long discours préparé. Elle parla simplement. Elle leur parla de ce matin-là où elle avait vu une petite fille seule devant une boulangerie, de sa peur de perdre son emploi, de la lettre inattendue, de la proposition qui l'avait conduite jusqu'à ce moment. Elle ne chercha pas à embellir. Elle laissa passer la vérité, l'erreur, le doute, la douleur. Puis elle relia cela à Horizon. Ce projet, disait-elle, n'était pas un simple instrument de communication, mais une réponse concrète à l'idée selon laquelle l'entreprise pouvait accueillir la fragilité, reconnaître l'humain, transformer ce qui semblait être des faiblesses en source de richesse. Au moment où elle achevait sa prise de parole, une journaliste présente dans la salle leva la main. Elle fut invitée par l'animateur à poser sa question. D'une voix posée, la femme déclara « Madame Dubois, pouvez-vous nous confirmer que vous avez été licenciée suite au retard de ce matin où vous avez aidé Camille, la fille du PDG, et que c'est précisément cette action qui a permis votre retour dans l'entreprise via ce poste social ?» Un silence s'installa. Le public retint son souffle. Claire sentit son cœur battre. Elle consulta furtivement le regard d'Alain Marchand, debout dans l'ombre à l'arrière de la scène. Puis, devant le micro, elle répondit d'une voix claire « Oui, je l'ai été. J'ai perdu mon emploi ce matin-là. Oui, c'était pour un retard. Et oui, celui-là même que j'ai causé en venant en aide à une petite fille. Est-ce une faiblesse, selon vous? Ou est-ce ce qui montre le type de valeur que cette entreprise devrait reconnaître? Je ne suis pas ici parce que je suis une exception. Je suis ici pour rappeler que, lorsqu'une main se tend, on ne devrait pas punir, mais reconnaître. » Applaudissements. Certains discrets, d'autres plus chaleureux, quelques larmes dans les rangs. Mais une onde traversa la salle. Le visage d'un cadre en face à face avec les écrans se crispa. Un membre du comité, piteux, baissa les yeux.
Alain Marchand s'avança alors sur la scène, se plaça à côté d'elle, posa une main sur son épaule, geste mesuré, sincère. Puis il prit le micro et dit « Je souhaite ici assumer publiquement une erreur que mon entreprise a commise. J'ai pris la décision de licencier Madame Dubois sans connaître le motif derrière son retard. Ce matin-là, j'ai manqué d'écoute, de discernement et d'empathie. Et je m'excuse devant vous tous. Claire, merci de remettre ici l'humain au centre. Vous êtes le type d'exemple que cette entreprise doit encourager. Un silence respectueux puis une ovation. Des applaudissements nourris, parfois debout. Certains collègues s'essuyaient les yeux. Des smartphones capturèrent la scène. Des murmures circulaient immédiatement sur les réseaux internes. Des extraits vidéo seraient bientôt partagés en ligne. Ce soir-là, le projet Horizon devint plus qu'un projet interne. Il devint symbole. Pour beaucoup, il incarnait la possibilité qu'une grande entreprise puisse écouter ses membres les plus fragiles et transformer cette écoute en action. Dans l'audience, des employés chiffraient mentalement les ressources nécessaires à une extension au-delà du groupe. Des responsables prenaient des notes pour adapter l'initiative dans leur propre division. Des visages marqués par la surprise se parlaient du regard. Qui aurait cru que cette femme, autrefois méconnue, deviendrait celle qui oblige l'entreprise à se regarder? Quand la soirée prit fin au moment des remerciements, Claire descendit de scène aux côtés d'Alain Marchand. Elle le voyait autrement maintenant, pas seulement comme patron, mais comme quelqu'un qui avait reconnu son erreur, décidé de la rectifier. Elle salua les participants, écouta les félicitations, reçut les sourires sincères. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas encore fini. Elle était consciente que certaines résistances subsisteraient, que certains jugements ne se dissoudraient pas par un simple discours, que les regards de mépris, silencieux, reprendraient leur cours pour certains. Ce que cette soirée venait de prouver, c'est que le monde pouvait changer, mais que le changement exigeait une vigilance constante. En rentrant chez elle, tard dans la nuit, le métro semblait plus léger. Luna dormirait déjà. Elle ouvrit doucement la porte de l'appartement, sentit l'odeur familière du linge fraîchement lavé. Elle franchit le seuil, posa son sac et dans le silence de la pièce sombre, relut mentalement ce qui venait de se passer. Elle ne sourit pas immédiatement. Elle ressentit une fatigue profonde, mêlée d'un sentiment rare, l'espoir qu'on ne lui avait plus volé, qu'elle ne marchait plus dans l'ombre. Elle posa la main sur la photo de Luna sur la table, ferma les yeux quelques instants, puis murmura pour elle-même « Nous y sommes ». La vidéo de la soirée avait été diffusée en ligne dès le lendemain. Elle avait été partagée des milliers de fois, reprise par plusieurs médias, commentée dans les cercles professionnels et au-delà. L'image d'Alain Marchand, admettant publiquement sa responsabilité dans le licenciement de Claire, avait provoqué un effet en cascade. Ce genre d'aveu était rare, presque impensable dans un environnement corporatif, où les erreurs étaient souvent dissimulées, diluées, rejetées sur des collaborateurs ou noyées dans des justifications techniques. Ce soir-là, il avait brisé un code. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que cette décision publique n'avait pas été prise à la légère, ni dans un élan soudain d'émotion. Ce fut quelques jours plus tard qu'il convoqua à nouveau Claire dans son bureau. Il ne s'agissait pas d'un suivi de projet ni d'une réunion stratégique. L'invitation, transmise directement par son assistant, était formulée avec sobriété. Claire, surprise, s'y rendit en fin de matinée. Lorsqu'elle entra dans le bureau, elle trouva Alain Marchand seul, les stores baissés, la lumière douce. Il l'invita à s'asseoir d'un simple geste de la main. Il ne portait pas son habituel costume 3 pièces. Ce jour-là, il avait retiré sa veste, desserré sa cravate, comme s'il voulait effacer la frontière entre le PDG et l'homme. « Merci d'être venu, Claire. Je ne vais pas tourner autour du pot. Ce que je vais vous dire n'a jamais été exprimé à personne en ces termes, pas même à mes proches collaborateurs, et je pense que vous avez le droit de l'entendre. » Claire le regardait sans comprendre. Il paraissait à la fois tendu et déterminé, comme quelqu'un qui portait un poids depuis longtemps. Il croisa les mains devant lui et reprit plus lentement « Le jour où j'ai signé votre lettre de licenciement, j'ai agi par automatisme. Une alerte m'a été transmise concernant un énième retard, un nom sur une liste, une case à cocher. C'était la routine. Aucun contexte, aucune information complémentaire. J'étais absorbé dans un dossier d'investissement majeur et je n'ai pas posé de questions. Je me suis contenté de valider. J'ai validé ce que je considérais comme une application normale du règlement. Ce n'est qu'une semaine plus tard, quand ma fille m'a parlé de cette dame gentille
et que nous avons consulté les images de vidéosurveillance que j'ai compris. J'ai demandé à voir le dossier de l'employé en question et c'est là que votre nom est revenu. Il s'interrompit, visiblement troublé. Puis il continua. Ce que je ne vous ai jamais dit, Claire, c'est que cet événement a provoqué en moi une fracture silencieuse. Je me suis demandé combien d'autres décisions j'avais prises sans jamais en connaître les conséquences réelles. Combien de noms, de visages avaient disparu à cause d'un processus que je croyais maîtriser. En vous voyant ce soir-là sur scène, puis en écoutant votre discours, j'ai compris que réparer mon erreur ne suffirait pas. Il fallait dire la vérité, publiquement. Même si cela devait me coûter, même si cela devait fragiliser ma position. Claire n'avait pas prononcé un mot. Elle écoutait, absorbée, mais avec une distance prudente. Il poursuivit, plus personnellement cette fois. « Je ne suis pas quelqu'un qui parle de sa vie privée. Mais je vais vous dire quelque chose que presque personne ici ne sait. Mon père était ouvrier. Ma mère, auxiliaire de vie. J'ai grandi dans une banlieue où l'ascension sociale semblait un mythe. Si je suis arrivé ici, ce n'est pas par miracle, c'est parce que j'ai tout sacrifié. Et en montant les échelons, j'ai fini par oublier ce que c'était que de regarder le monde d'en bas. Vous m'avez obligé à me souvenir, pas par reproche, par votre seule présence. » Le silence s'installa quelques instants. Claire se sentit envahie d'un mélange étrange de compassion et de méfiance. Elle avait toujours appris à se méfier des mots trop soignés, des confessions tardives. Mais cette fois, elle ne détectait ni stratégie ni mise en scène, juste un homme conscient de ses fautes. Alain reprit d'un ton plus calme. « Je ne vous demande pas de me pardonner. Ce serait arrogant. Ce que je vous demande, c'est de continuer, de ne pas vous arrêter. Vous avez ouvert une brèche. Le projet Horizon est une opportunité, oui, mais il est surtout un rappel que derrière chaque procédure, chaque retard, chaque absence, il y a une histoire. Et que notre rôle en tant qu'entreprise n'est pas seulement de produire, c'est aussi de comprendre. » Claire inspira profondément. Elle sentit le poids de ses propres choix, de ses propres silences. Elle repensa à chaque soir passé à douter, à chaque matin où elle avait caché sa peur derrière un sourire pour Luna. Elle repensa à toutes les fois où elle avait été traitée comme un rouage remplaçable, invisible. Et elle comprit, à cet instant précis, que sa voix portait désormais plus loin que ce qu'elle avait cru. Elle se leva, tendit la main à Alain Marchand. Il la serra, fermement. Aucun mot supplémentaire ne fut nécessaire. Ce n'était pas une fin. C'était un passage, une reconnaissance. En quittant le bureau, elle croisa plusieurs collègues dans le couloir. Certains lui sourirent. D'autres la saluèrent avec une forme de respect discret. Elle les regarda avec la même neutralité calme. Elle savait désormais ce qu'elle valait, ce que valait son parcours. Elle n'attendait plus de validation. Elle avançait parce qu'elle avait choisi de ne plus laisser les autres décider à sa place. Le soir même, en rentrant, elle retrouva Luna, qui l'attendait avec impatience. Elles dînèrent ensemble, parlèrent de choses simples. Puis, en rangeant les affaires de l'école, Claire découvrit un petit mot plié dans le sac de sa fille. Dessiné au crayon, un cœur maladroit avec une phrase enfantine. « Maman est forte. Maman aide tout le monde. » Elle le garda dans sa poche ce soir-là. Et sans un mot, elle sut que tout ce qu'elle avait enduré, tout ce qu'elle avait traversé, n'était pas vain. Parce qu'à travers ses choix, c'était l'avenir de sa fille qu'elle avait redessiné. Et peut-être celui de beaucoup d'autres. L'impact du projet Horizon dépassa rapidement les frontières du groupe Marchand. Ce qui n'était au départ qu'une initiative interne commença à susciter l'intérêt d'entreprises partenaires, d'associations professionnelles, puis de médias spécialisés. On ne parlait pas seulement d'un programme d'aide aux salariés en difficulté, on évoquait un changement de culture. Dans plusieurs tribunes économiques, des experts en ressources humaines écrivirent sur le modèle Dubois, décrivant une nouvelle manière d'envisager la place des salariés vulnérables dans l'entreprise moderne. La reconnaissance, d'abord silencieuse, devint publique. Claire, de son côté, restait prudente. Elle n'avait jamais aspiré à la visibilité. Elle se méfiait de l'attention excessive, de la récupération politique ou médiatique, mais elle comprenait que cette exposition pouvait aussi être un levier, que chaque article publié, chaque conférence à laquelle elle acceptait de participer, pouvait renforcer l'impact réel du projet. Elle choisissait donc ses apparitions avec soin. Elle refusait les sollicitations superficielles, les invitations où elle ne serait qu'un visage illustratif.
Elle acceptait uniquement les opportunités où elle pouvait parler en profondeur, expliquer les mécanismes, défendre l'importance de l'action sociale dans un contexte économique exigeant. Peu à peu, elle devint une voix entendue. Elle fut invitée à intervenir lors de tables rondes sur la transformation du travail, à débattre dans des conférences sur la diversité et l'inclusion. À chaque fois, elle ne se contentait pas de raconter son histoire. Elle exposait les données, les résultats concrets, les économies réalisées grâce à une meilleure prise en charge des situations personnelles complexes. Elle parlait avec précision, avec exemple, avec chiffres. Ce n'était pas un témoignage personnel, c'était un rapport vivant. Dans les bureaux du groupe, son influence devint incontestable. Le programme Horizon fut étendu à l'échelle nationale, puis adapté à certains partenaires étrangers. Un service transversal fut créé pour l'accompagner, avec Claire à sa tête. Elle choisit elle-même les profils qu'elle voulait dans son équipe. Pas seulement des diplômés d'écoles prestigieuses, mais aussi des personnes issues du terrain, des professionnels ayant connu la précarité, des parents solos, des anciens bénéficiaires du programme. Elle voulait que l'équipe reflète ce qu'elle défendait. La compétence ne se mesure pas uniquement au parcours académique, mais aussi à l'expérience réelle, à la résilience, à la capacité d'écoute. Dans le même temps, elle décida de renforcer les liens entre son travail et le monde associatif. Elle signa des partenariats avec des structures locales d'accompagnement des familles, des organismes de formation, des réseaux de femmes en reconversion. Elle créa des passerelles concrètes entre l'entreprise et ces mondes souvent tenus à l'écart. Elle mit en place des bourses pour les salariés reprenant des études, des gardes d'enfants financés pendant les formations, un service d'écoute psychologique accessible à tout moment. Chaque mesure venait répondre à un besoin qu'elle connaissait de l'intérieur. Mais malgré ces avancées, Claire ne perdit jamais de vue ce qui l'avait menée là. Elle restait proche de Luna, qu'elle accompagnait chaque matin à l'école, même lorsque ses journées s'annonçaient chargées. Elles prenaient leurs petits déjeuners ensemble, discutaient des devoirs, des amis, des dessins animés. Claire refusait de sacrifier ce lien. Elle savait qu'aucune réussite professionnelle ne valait la peine de voir sa fille s'éloigner. Luna, de son côté, grandissait dans un environnement où l'effort, la vérité et la bonté n'étaient non pas des discours, mais des actes quotidiens. Un jour, Claire reçut une invitation du ministère du Travail pour participer à une consultation nationale sur l'inclusion sociale en entreprise. Le courrier indiquait que son expertise était désormais reconnue à un niveau institutionnel. Elle sourit en lisant le nom de l'expéditeur. Il y a quelques mois à peine, elle luttait pour que son CV soit lu dans un café de quartier. Aujourd'hui, on sollicitait son avis pour inspirer des politiques publiques. Elle accepta l'invitation, à condition que les bénéficiaires du programme soient également entendus. Pas seulement elle, tous les invisibles devenus visibles. Lors de cette consultation, elle prit la parole devant un parterre d'élus, de dirigeants et de hauts fonctionnaires. Elle parla de l'expérience Horizon, de ses résultats concrets, mais aussi de ses limites. Elle insista sur le fait que la transformation ne pouvait pas être portée par une seule personne, que le changement durable nécessitait une volonté collective, des lois adaptées, des financements, mais surtout un regard neuf. Elle termina son intervention en posant une simple question à la salle. Combien d'entre vous ont déjà perdu leur emploi pour avoir aidé quelqu'un dans la rue? Le silence qui suivit fut éloquent. À la sortie de la réunion, plusieurs membres du public l'approchèrent. Certains lui posèrent des questions techniques. D'autres la remercièrent simplement. Elle vit dans leurs yeux la trace d'une émotion sincère. Elle comprit que ces mots avaient touché parce qu'ils étaient nés d'un vécu réel. Elle n'avait jamais été formée pour convaincre des décideurs, mais elle avait une arme que beaucoup d'autres n'avaient pas, la vérité d'une expérience vécue dans la solitude, la peur, mais aussi dans la dignité. Ce soir-là, elle rentra chez elle avec un sentiment inédit. Ce n'était pas de la joie ni de la fierté, mais quelque chose de plus calme, plus profond, une forme d'alignement. Elle avait agi, non par ambition, mais par nécessité. Et ce chemin, semé de doutes, de larmes, de fatigue, avait fini par tracer une voie utile pour d'autres. Elle n'était pas une exception. Elle était une possibilité. À l'entrée de son immeuble, elle croisa une voisine qu'elle connaissait à peine. Une femme d'une 50aine d'années, souvent discrète, toujours pressée. Ce soir-là, elle s'arrêta, posa une main sur l'avant-bras de Claire et dit simplement « J'ai vu votre interview. Merci. Pour nous toutes. »
Claire acquiesça, sans mots. Parce que certains remerciements n'avaient pas besoin de réponse. Ils étaient la preuve que le chemin parcouru n'avait pas été vain, et que le départ auquel elle avait tant rêvé, celui qui changerait sa vie, n'était pas celui qu'elle avait imaginé. Il ne s'agissait pas de partir ailleurs, mais de rester là, plus forte, plus libre, et surtout, enfin, reconnue. Le parc était vaste, baigné d'une lumière douce de fin d'après-midi. L'automne avait coloré les arbres de tons chauds, et les feuilles tapissèrent le sol d'un tapis craquant sous les pas. Claire avançait lentement sur l'allée principale, sa main gauche tenant fermement celle de Luna, tandis que Camille, l'autre petite fille, marchait de l'autre côté, tout aussi attachée à elle. C'était une scène paisible mais chargée de sens. Une image que, quelques mois plus tôt, elle n'aurait même pas pu concevoir. Et pourtant, elle était là, bien réelle, dessinée par les choix qu'elle avait faits, les risques qu'elle avait pris et les convictions qu'elle avait suivies. Les deux enfants riaient ensemble, couraient parfois vers un arbre, revenaient ensuite vers elle, les yeux brillants. Elle n'était pas sœur, mais un lien s'était tissé entre elles, un lien discret, né d'un moment de vulnérabilité partagée. Claire, en les regardant, voyait bien plus que deux enfants qui jouent. Elle voyait la métaphore parfaite de son propre parcours. Camille représentait ce monde auquel elle n'avait jamais cru appartenir, ce monde de verre et d'acier, de décisions verticales et de sourires fermés. Luna représentait ses racines, son combat quotidien, ses raisons profondes. Et maintenant, les deux univers se côtoyaient, sans tension, sans domination, juste dans l'équilibre simple d'un après-midi au parc. Elle s'assit sur un banc, regardant les filles jouer près du toboggan. À côté d'elle, un sac en toile contenait quelques dossiers qu'elle devait relire. Même maintenant, les responsabilités ne l'abandonnaient pas. Mais ce jour-là, elle n'avait pas besoin de les ouvrir. Elle avait décidé de faire une pause, de respirer, d'observer, de ressentir ce qu'elle n'avait jamais eu le temps de ressentir, la fierté tranquille d'une femme qui avait transformé une chute en marche vers l'avant. Autour d'elle, d'autres familles profitaient du calme. Des pères, des mères, des grands-parents. Personne ne savait qui elle était, ni ce qu'elle représentait désormais dans le monde de l'entreprise. Et cela lui allait. Elle n'avait jamais voulu de projecteur, seulement un espace où sa voix et celle des gens comme elle soient entendues. Le téléphone vibra doucement dans sa poche. Elle le consulta. Un message d'un responsable d'une entreprise partenaire, intéressé par l'implémentation du programme Horizon. Elle sourit, rangea le téléphone sans répondre. Il pouvait attendre. Ce moment ne lui appartenait pas. Camille revint en courant, le visage rougi par le vent, et s'installa sur ses genoux sans prévenir. Claire l'entoura de ses bras avec une spontanéité naturelle. Luna les rejoignit quelques secondes plus tard, s'asseyant à côté d'elle, collée contre sa hanche. Claire les regarda tour à tour, sentit leur chaleur contre elle. Elle ne disait rien. Elle n'avait pas besoin de mots. Dans le silence partagé, tout était clair. Elle repensa à ce matin précis, ce point de bascule que tout avait déclenché. Si elle avait continué son chemin sans s'arrêter devant cet enfant perdu, elle serait probablement encore aujourd'hui dans une réception sans fenêtre, priant pour ne pas accumuler un autre retard. Elle repensa au regard froid de son ancien superviseur, aux nuits sans sommeil, aux files d'attente pour déposer des CV. Elle se souvint des regards sceptiques, des doutes, des humiliations silencieuses. Tout cela faisait partie de l'histoire, mais plus rien de tout cela ne définissait ce qu'elle était désormais. Elle n'avait pas conquis un poste, elle avait conquis un sens. Ce qu'elle faisait chaque jour n'était pas dicté par un contrat ou une obligation, mais par une volonté profonde de changer un peu de cette mécanique injuste qui broie les plus faibles sans jamais les nommer. Elle avait vu l'intérieur du système. Elle en avait subi la violence, la rigidité. Et maintenant, elle s'en servait pour ouvrir des portes que d'autres n'auraient même pas osé pousser. Alain Marchand, dans un message récent, lui avait écrit une phrase qui l'avait marquée. « Ce que vous avez construit n'est pas un programme, c'est un miroir. » Elle comprenait maintenant ce que cela signifiait. Chaque initiative qu'elle mettait en place obligeait les entreprises à se regarder autrement, à admettre que leur efficacité dépendait aussi de leur humanité, que la performance ne se mesurait pas qu'en bénéfice, mais aussi en bien-être, en loyauté, en équilibre social. Luna posa sa tête sur son épaule. Camille s'endormait presque contre elle. Claire se laissa aller contre le dossier du banc, ferma les yeux un instant. Elle n'avait plus peur de demain.
Même si des obstacles restaient à venir, même si certains combats n'étaient pas encore gagnés, elle savait désormais qu'elle n'était plus seule. Elle avait bâti un réseau, une équipe, une vision. Et surtout, elle avait semé une idée, celle qu'on pouvait être forte sans être dure, qu'on pouvait changer le monde sans en écraser un autre. Le soleil commençait à descendre. Elle se leva doucement, tenant les deux petites filles par la main. Elle reprira le chemin de la maison en marchant lentement, parlant de choses simples, le goûter, les devoirs, le doudou oublié. Rien d'extraordinaire, juste la vie. Une vie qu'elle avait reconquise, pas à pas. Non en se battant contre tout, mais en avançant malgré tout. À un carrefour, Luna lui demanda « Maman, tu crois que je peux faire comme toi quand je serai grande ?» Claire la regarda longuement. Elle répondit sans hésiter « Tu peux faire bien plus que moi. » Et en disant cela, elle ne parlait pas seulement à sa fille. Elle parlait à toutes celles qu'on avait fait taire, à tous ceux qu'on avait mis de côté, à tous ceux qu'on avait fait croire qu'ils n'étaient pas faits pour décider. Ce regard de gratitude qu'elle portait sur ce jour, sur ce moment, sur sa vie, n'était pas tourné vers le passé. Il était posé fermement sur l'avenir, et il brillait, non de gloire, mais de certitude.